Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Un marché en demi-teinte. On a des valeurs dans le vert, on a des valeurs dans le rouge. Rien de très très intéressant encore une fois. On est sur des petites variations, vous voyez, c'est moins de 10% en général. Bitcoin, 29 200, Ethereum, toujours sur les 1009. Vous connaissez ma position, pour le moment, je ne fais rien. On va être plutôt intéressé par ici les actualités de la finance traditionnelle avec le communiqué du FOMC et la décision de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt. Donc si on regarde un peu plus près, on voit qu'actuellement on est à 5,25 en Amérique. Le prévisionnel est de 5,25 aussi apparemment, ce qui est assez intéressant. Moi, il me semble qu'on a entendu parler assez régulièrement d'une potentielle hausse de 0,25 qui nous montrait à 5,50. Donc on le voit ici, tente, c'est une hausse de 0,25. L'essentiel du marché s'attend à ce que ce soit la dernière hausse. Le discours qui va suivre, le discours de Jérôme Powell, concernant la suite de la hausse des taux, la suite de la politique monétaire va être extrêmement importante. Parce que s'il annonce qu'il y a encore des hausses de taux, une, deux ou plus, sur la fin de l'année 2023, voire sur 2024, le marché pourrait très très mal le prendre. Au-delà de ça, on est sur des taux qui sont historiquement élevés. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des taux aussi élevés. Donc on va suivre avec intérêt cette information, on en reparlera demain bien sûr, et on s'en doute, l'ensemble du marché dépend grandement de ces événements-là. Maintenant que ça s'est dit, on va aller voir ce qui se passe un peu dans le monde crypto. On voit la startup Flashbot qui a levé 60 millions de dollars pour développer ses services sur Ethereum. 60 millions, c'est vraiment notable. Donc Flashbot, c'est une startup qui fait de la recherche et du développement sur certaines formes d'amélioration de la MEV, donc la Maximal Extractable Value, sur la blockchain Ethereum. En tout cas, ils commencent avec Ethereum. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils ont réussi à lever autant. C'est-à-dire qu'on est sur une période où les fonds d'investissement sont de moins en moins présents, où globalement l'investissement dans le monde Web3 est en baisse. Et donc quand on a ce genre de levée de fonds, sachez que c'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des levées de fonds aussi importantes sur une série B, donc c'est pas leur première levée de fonds. Je pense que c'est intéressant de le partager, éventuellement on fera une vidéo dessus prochainement. On continue au niveau des protocoles, on a ZK-Sync ERA qui se fait hack plus précisément. ERALAND, c'est un protocole de prêt de crypto et c'était le plus important sur ZK-Sync ERA. ZK-Sync, on rappelle, ZK-Sync ERA, c'est une layer 2, l'idée d'augmenter très largement la scalabilité d'Ethereum. C'est un autre concurrent des Polygon Matic, Optimism, Arbitrum et compagnie. Et malheureusement pour eux, ils ont un protocole qui s'est fait hacker. C'est pas très très bon, sachant que c'est un projet qui est plutôt un challenger et pas du tout un leader à l'heure actuelle. On continue, ici on va parler de Binance, on a un article qui est assez intéressant, il retrace l'histoire de Binance en Europe, c'est intéressant d'en parler, et c'est pas du tout décorrélé de l'actualité, ça mérite vraiment qu'on y accorde une ou deux minutes. L'article commence par Binance veut sa place en Europe, je crois que Binance veut sa place partout. Binance, entreprise internationale par nature, qui cherche à s'implanter dans les grandes zones économiques du monde, et oui. Et donc bien évidemment, ils ont ciblé l'Europe. Le problème, c'est bien évidemment les procédures judiciaires, l'obtention de licences financières qui est très compliquée, et tout ce qui va toucher en fait à la mise en conformité avec les régulations, qui en plus évoluent régulièrement. Donc l'installation en Europe pour Binance, elle est à l'image de sa politique d'expansion. Elle est lente, elle est compliquée, elle est semée d'embûches, et elle est aussi un peu opaque. De Vilnius à Londres, en passant par La Valette, on va revenir sur l'aventure de Binance sur notre continent européen. Donc l'aventure a commencé en Lituanie. Pourquoi? Parce qu'en fait, trouver un pays pour poser des valises, ça n'a pas été facile pour Binance. Il a dû s'exiler loin de la Chine parce que tout simplement, il y a eu des raisons réglementaires et politiques majeures. Et on rappelle, la Chine a interdit les échanges en crypto-monnaie pendant assez longtemps. Donc il y a eu d'abord l'idée de Malte, mais c'est tombé à l'eau. Et il y a aussi eu l'idée du Royaume-Uni. Ils avaient vraiment envie d'y aller, d'ailleurs ils ont toujours envie d'y aller, sauf que la licence financière, qui est indispensable pour exercer dans le pays, a été refusée, et à l'heure actuelle, elle n'a toujours pas été acceptée. Donc Binance a dû se rabattre, et ils se sont rabattus sur la Lituanie. Parce que la Lituanie, c'est beaucoup plus souple en termes de réglementation. Ils sont installés à Vilnius, et ça a permis à Binance de créer
une filiale locale qui s'appelle Bifinity. Commencez à vous accrocher, c'est là que ça devient intéressant. L'arrivée dans le pays va poser des questions parce que selon un des porte-parole de la Banque de Lituanie, la société Binance n'est pas supervisée et elle n'est pas non plus autorisée. Concrètement, il y a eu quelques détracteurs. La réponse de Binance, c'est que la société en question, donc Bifinity, n'est pas tenue d'être agréée par la Banque de Lituanie parce que Bifinity ne détient, ne gère pas et ne collecte pas non plus les fonds des clients. Et en plus, ils n'émettent pas de monnaie électronique. Vu qu'ils ne font aucune de ces actions, ils n'ont pas besoin d'être agréés par la Banque de Lituanie. Vous voyez, même en Lituanie, ils n'ont pas été agréés. Finalement, c'est pas si facile que ça pour Binance. Et donc la question c'est, ils font quoi en fait Bifinity? S'ils font pas tout ça, eh bien ils servent essentiellement à encaisser les paiements en euros. En fait, si vous voulez, ils se considèrent un peu comme un changeur de monnaie. C'est-à-dire que vous avez des euros en Lituanie, vous voulez acheter des bitcoins, donc vous faites des échanges. Et on notera que c'est pas trop donné dans le sens inverse, mais ça doit quand même être le cas. Donc la société a été dirigée par Helen Hai, un nom qui va revenir plusieurs fois, et c'est une proche de CZ, donc le directeur de Binance, la tête de Binance. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est de se demander à quoi sert la Lituanie. Quelle est la stratégie de Binance en fait? Eh bien la Lituanie, c'est un petit pays et il sert de base avancée pour la conquête du reste de l'Europe. Binance a toujours en tête d'aller au Royaume-Uni. Pour atteindre cet objectif, ils vont utiliser une stratégie assez répandue dans la finance traditionnelle, l'acquisition de sociétés régulées. L'idée c'est, je suis Binance, vous voulez pas me donner d'agrément? Pas de problème, je vais acheter des sociétés qui ont les agréments. Voilà ce que c'est la stratégie. Et vous allez voir, c'est une stratégie qui est intéressante parce qu'elle est toujours mise en place, on va en parler un peu plus tard. Helen Hai, du coup, elle a été promue à la tête de Bifinity, et elle va annoncer du coup la prise de participation dans Econex, une société cotée au Nasdaq et qui possède un dépositaire crypto sous une licence appelée Digivolt. Donc vous voyez, c'est la première stratégie. On achète une entreprise tradie qui possède une licence. Alors ce qui est malheureux, c'est que Econex va faire faillite. C'est un peu dommage. Et en plus, ça va entraîner un procès parce que les investisseurs de la société Econex soupçonnent Binance d'avoir voulu utiliser cette entreprise pour profiter uniquement de Digivolt, donc la fameuse entreprise crypto, le dépositaire qui était sous licence, et qu'en fait ils se fichaient complètement des activités d'Econex et donc ils l'ont laissé couler. L'affaire est en cours de procédure au tribunal du district sud de Manhattan. Donc, vous voyez, déjà un procès. En réalité, on va voir qu'il y en a eu d'autres, des situations comme celle-ci auparavant. C'était pas la première tentative en fait, parce que Helen Hai, quelques années plus tôt, elle s'était associée à un entrepreneur sud-africain du nom de Simon Dingle pour créer Binance Digital Limited. Donc l'idée c'est d'obtenir une licence temporaire en Afrique du Sud. Le problème c'est que ce n'est pas arrivé. Tout ça s'est terminé devant un tribunal pour une histoire de déclaration trompeuse de Binance qui mettra fin à la collaboration. Concrètement, ils ont dû avoir un peu la même idée et agir un peu pareil. Et donc à l'heure actuelle, Binance cherche toujours à mettre un pied au Royaume-Uni, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Donc pourquoi c'est intéressant? Déjà, c'est de revenir sur l'histoire de Binance. On voit qu'en fait, le plus gros échangeur, eh bien, ça se passe pas si bien que ça pour lui, c'est pas si évident. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie. Vous me donnez pas de licence, ok, je vais acheter une entreprise qui en a une. Parce que regardez ce qu'on a eu comme nouvelle aujourd'hui, Binance débarque au Japon en août. Le gouvernement du pays souhaite promouvoir le Web3. Donc effectivement, on a un deuxième article ici, avec le Premier ministre japonais, M. Fumio Kishida, qui a de grandes ambitions pour le Japon en termes d'exposition au Web3. Il a de grandes convictions quant à l'évolution du secteur et au fait que c'est une espèce de nouveau capitalisme. C'est vraiment un terme qu'il a employé. Donc on le voit ici. Ils vont faire en sorte en fait, que la réglementation soit plus favorable aux cryptos, qu'on puisse développer des choses. Ils ont envoyé beaucoup d'étudiants à la Silicon Valley pour se former, pour avoir un petit peu cet état d'esprit entrepreneur, cette volonté de créer des startups qui fonctionnent. Et donc, leur idée, c'est clairement de prendre une place importante dans le Web3. On revient sur l'article de Binance et on va comprendre un petit peu leur positionnement. Binance a annoncé officiellement son entrée sur le marché japonais dès le mois d'août, et ils ont fait quoi? Ils ont racheté en novembre 2022, donc il y a un peu moins d'un an, le Sakura Exchange Bitcoin, le SEBC. Et c'était quoi? Bien évidemment, une plateforme de crypto-monnaie réglementée localement. Binance n'a pas besoin d'aller se réglementer elle-même, elle va tout simplement acheter une entreprise qui a déjà la réglementation. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, la stratégie continue, et la stratégie semble fonctionner, parce que du coup, donc vous voyez, Binance sera accueilli au Japon au mois d'août, comme on l'a dit. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est ce que j'ai mis en bleu.
Suite à la loi sur les stablecoins introduite au Japon en juin dernier, Binance compte bien profiter de ce cadre réglementaire afin d'émettre ses propres stablecoins. Vous voyez, là on a une énorme évolution. Binance qui va faire son propre stablecoin à travers le pays. Donc là où en fait ils se sont fait booter avec le BUSD et Paxos il y a quelques mois, donc c'était au début de l'année, ils se sont fait sortir, et bien voilà, ils vont tout simplement refaire la même chose au Japon. Donc grâce à cette loi, les stablecoins bénéficient du statut de monnaie numérique au Japon. C'est super important. Et donc ils ne peuvent à ce titre être émis que par des banques agréées, des agents de transfert de fonds réglementés ou des sociétés fiduciaires. Donc bien évidemment qu'ils vont faire les partenariats ou acheter les entreprises qui correspondent. Donc vous voyez évidemment CZ qui est très optimiste suite à l'ouverture du Japon et des nouvelles technologies qualifie le Japon comme leader dans l'environnement réglementaire. Et c'est vrai qu'il y a peu de pays qui ont considéré les stablecoins comme des monnaies numériques. Donc à partir de ce moment-là, oui, on peut parler effectivement d'un pays qui prend de l'avance. Donc le Japon a été clair depuis 2017 avec la réglementation sur les échanges de crypto et plus récemment avec ses cadres de cotation de crypto et l'adoption de réglementation sur les stablecoins. Donc il me semble que c'est très important de comprendre en fait cette stratégie pour bien visualiser l'écosystème crypto et son fonctionnement. Vous voyez que ça n'a rien d'évident et que Binance en fait avance petit à petit et prend de la place. Vous voyez, ils se sont fait sortir d'Amérique, ils vont au Japon. Ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont réémettre un équivalent du BUSD avec tout simplement la réglementation japonaise, et à ce moment-là, ils auront une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils seront considérés comme monnaie numérique. C'est vraiment très très bon, très très intéressant. Et vous voyez que Binance est très loin de s'effondrer, très très loin. Alors pour le moment, le BNB, bon, ça donne pas grand-chose, mais à long terme, à mon avis, c'est du bon. On continue avec les stablecoins et l'Asie d'ailleurs. On va parler de la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, il faut recontextualiser. Ils ont extrêmement peur des stablecoins parce que l'effondrement de Terra Luna, ça a vraiment marqué les esprits. Donc globalement, la population est inquiète, globalement, les autorités sont inquiètes, et les banques aussi. Donc eux, ils cherchent des solutions alternatives au MNBC et au stablecoin, et leur idée, c'est de travailler sur les certificats de dépôt tokenisés. L'essentiel de l'info est là, on n'a pas beaucoup plus en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ce qu'on sait, c'est que l'État est dedans, les deux plus grosses banques sont dedans aussi. Ils sont en train de réfléchir à leur MNBC, ils sont en train de réfléchir à comment utiliser ces certificats de dépôt, parce qu'ils ont besoin en fait de rassurer leur population. Ils sont vraiment dans une position très particulière en Corée. Du coup, c'est intéressant de suivre aussi cet élément-là, et donc dès qu'on aura des informations supplémentaires, je vous les partagerai. Et enfin, pour finir la vidéo, je pense que c'est intéressant de parler du premier protocole DeFi à devenir PSAN. C'est vraiment très fort aussi, c'est très très gros. C'est l'entreprise Atlantis, et je pense que je ferai une vidéo spécifique dessus en fin de journée. Je vais me renseigner un peu et vous proposer un dossier complet dessus. Ça me semble tout à fait intéressant de creuser la chose. Ils ont levé pas mal d'argent, ils ont 7 positions tout à fait uniques, c'est vraiment les premiers. Donc ça mérite sa propre vidéo. Voilà, on va conclure du coup notre revue d'actualité sur cette information tout à fait positive. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à tout à l'heure.